Charmide ou sur la sagesse. Nous étions rentrés du camp devant Potidée la veille au soir, et, comme je fus longtemps absent, c'est avec plaisir que j'ai renoué avec mes occupations habituelles. Je me suis donc rendu à la palestre de Toréas, qui est située en face du temple de Basilée. Et là, je suis tombé sur une foule nombreuse. Les uns m'étaient inconnus, mais la plupart étaient de ma connaissance. Quand ils me virent entrer à l'improviste, aussitôt ils me saluèrent de loin, chacun depuis un endroit différent. Mais Kéréphon, vu qu'il est un peu fou, bondit hors du groupe, courut vers moi, et, me prenant la main, il me demanda « Socrate, comment t'es-tu tiré de la bataille ?» Peu avant notre départ, nous avions livré bataille à Potidée, et il venait tout juste d'en être informé. Et moi de lui répondre « Comme tu vois, lui dis-je. On nous a pourtant rapporté ici, reprit-il, que la bataille a été féroce, et que beaucoup de nos connaissances y ont trouvé la mort. C'est un compte-rendu assez exact, lui répondis-je. Tu as pris part à la bataille demanda-t-il. J'y ai pris part. Assieds-toi donc ici, reprit-il, et raconte-nous, car nous n'avons pas été informés clairement de tous les détails. Et en même temps, il m'entraîne et me fait asseoir auprès de Critias, le fils de Kéléchros. Une fois assis, je salue Critias et les autres, et je leur donne des nouvelles de l'armée, en réponse à ce qu'on m'avait demandé. Chacun y allait de sa question. Quand nous en eûmes assez de ce sujet, ce fut à mon tour de les interroger sur les choses d'ici. La philosophie, comment se portait-elle à présent? Et les jeunes gens, y en avait-il certains parmi eux qui se distinguaient par leur savoir, ou par leur beauté, ou par l'un et l'autre? Les yeux tournés vers la porte, Critias vit des jeunes gens faire leur entrée en s'invectivant, suivis de près par une autre bande. Pour ce qui est des beaux garçons, Socrate, dit-il, je crois que tu en vas en voir à l'instant. Il se trouve en effet que ceux qui font leur entrée sont les précurseurs et les amoureux de celui qui passe pour être le plus beau, du moins des jeunes d'aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il est lui-même sur le point de faire son entrée. Qui est-ce, demandai-je, et de qui est-il le fils? Tu le connais probablement, répondit-il, mais ce n'était encore qu'un adolescent avant ton départ. Il s'agit de Charmide, mon cousin, le fils de mon oncle Glaucon. Mais je le connais par Zeus, m'exclamai-je. Il n'est pas mal du tout quand il n'était encore qu'un enfant, mais j'imagine qu'à présent c'est déjà un véritable jeune homme. Dans un instant tu vas voir comme il a grandi et de quoi il a l'air. Et en même temps qu'il disait cela, Charmide fit son entrée. En ce qui me concerne, mon ami, je ne sais rien mesurer, car je suis une véritable mesure aveugle à l'égard des beaux garçons. Presque tous les adolescents me paraissent beaux, mais celui-ci en particulier m'a paru admirable par sa taille et sa beauté. Tous les autres, m'a-t-il semblé, en étaient amoureux, tant ils furent stupéfaits et troublés lorsqu'il fit son entrée, et de nombreux autres amoureux faisaient partie du cortège qui le suivait. Qu'il fit également de l'effet sur nous les hommes, cela n'a rien d'étonnant. Or je m'aperçus, en observant attentivement les enfants, qu'il n'y en avait pas un seul, pas même le plus petit, qui regardait ailleurs, mais que tous le contemplaient comme s'il s'était agi d'une statue. C'est alors que Kéréphon m'interpella. « Socrate, quelle impression te fait ce jeune homme ?» demanda-t-il. « N'a-t-il pas une jolie figure ?»« Hors du commun, répondis-je. Et encore, dit-il, s'il consentait à se dévêtir, tu aurais l'impression qu'il est sans visage, tant ses formes sont d'une parfaite beauté. Les autres abondèrent dans le même sens que Kéréphon, et moi de rétorquer
par Héraclès. L'homme dont vous me parlez est vraiment irrésistible, pourvu qu'il ait encore une seule et unique petite chose. Laquelle demanda Critias. Si son âme, repris-je, est d'une bonne nature, et il convient qu'il possède cette qualité, n'est-ce pas, Critias, vu qu'il fait partie de votre famille? Mais, répondit-il, il est tout à fait beau et bon sous ce rapport également. Alors pourquoi, repris-je, ne pas déshabiller son âme et la contempler, elle, avant ses formes? Car j'imagine qu'il a déjà parfaitement l'âge pour prendre volontiers part à une discussion. Mais bien sûr, répondit Critias, puisqu'il est philosophe, et qu'il est aussi, à mon avis, et suivant l'opinion d'autres personnes, très doué pour la poésie. Ce talent, repris-je, mon cher Critias, vous vient de très loin, puisqu'il remonte à votre parenté avec Solon. Mais pourquoi ne me fais-tu pas voir le jeune homme en l'appelant ici? Car même s'il était encore plus jeune qu'il ne l'est, il n'aurait rien d'inconvenant à ce que nous discutions avec lui en ta présence, toi qui es à la fois son tuteur et son cousin. Tu as raison, répondit-il, appelons-le. Et aussitôt, il dit à celui qui l'accompagnait, Garçon, appelle Charmide et dis-lui que je veux le présenter à un médecin pour cette douleur dont il m'a dit tout récemment qu'elle le faisait souffrir. Puis il me confia, il vient de me dire qu'il ressentait une lourdeur à la tête en se levant le matin. Vois-tu un empêchement à ce que tu fasses semblant devant lui de connaître un remède contre le mal de tête? Aucun, répondis-je, il suffit qu'il vienne. Mais il viendra, répondit-il. Ce qui fut fait. Il arriva et déclencha une grande hilarité. En effet, chacun de nous qui étions assis cédait sa place en poussant son voisin avec empressement pour permettre à Charmide de venir s'asseoir à ses côtés, jusqu'à ce que, des deux qui étaient assis à chaque extrémité, nous fassions lever le premier et renversions le second sur le flanc. Charmide vient s'asseoir entre Critias et moi. Dès ce moment, mon cher, je fus plongé dans l'embarras, et l'audace qui m'avait fait croire jusqu'alors qu'un entretien avec lui serait un jeu d'enfant s'est entièrement volatilisée. Mais lorsque, Critias lui ayant expliqué que j'étais celui qui connaissait le remède, il jeta sur moi des yeux que je ne saurais décrire, et s'apprêta à m'interroger. Et que tous ceux qui étaient dans la palestre firent cercle autour de nous, c'est alors, mon noble ami, que j'entrevis l'intérieur de son vêtement. Je m'enflammais, je ne me possédais plus, et j'ai compris que Kydias était très versé dans les choses de l'amour, lui qui a donné ce conseil, en parlant d'un beau garçon, « Prends garde qu'un jeune faon, rencontrant un lion, ne se fasse arracher un morceau de chair. » De fait, j'avais l'impression d'être moi-même tombé sous les griffes d'une créature de cette espèce. Cependant, quand il me demanda si je connaissais le remède contre le mal de tête, c'est avec une certaine peine que je lui répondis que je le connaissais. « Alors, quel est ce remède » demanda-t-il. Je lui répondis que c'était une certaine plante, mais qu'il y avait une incantation liée au remède, et que si on chantait cette incantation en même temps qu'on prenait le remède, celui-ci assurait le rétablissement complet de la santé, mais que, sans l'incantation, la plante n'était d'aucune utilité. Et lui de me répondre, je vais donc copier cette incantation sous ta dictée. Que tu parviennes ou non à me convaincre de le faire, demandai-je. Il rit et me répondit, si je parviens à te convaincre, Socrate. À la bonne heure, répondis-je. Au fait, tu sais mon nom? Si je ne le savais pas, je serais bien en faute, répondit-il, car il est beaucoup question de toi, parmi les jeunes de mon âge, et je me souviens t'avoir vu en compagnie de Critias, alors que je n'étais qu'un enfant. Tu as raison, répondis-je. Je t'entretiendrai d'autant plus librement de cette incantation et de sa nature. Je me demandais il y a un instant de quelle façon je pourrais te faire la démonstration de son pouvoir. Car sa nature est telle, Charmide, qu'elle ne peut pas guérir la tête séparément. Il en va plutôt comme
comme ce que tu as sans doute déjà entendu dire aux bons médecins, lorsqu'on va les consulter pour une douleur aux yeux, ils affirment que ce n'est pas possible de traiter les yeux seuls, mais qu'il est nécessaire de soigner en même temps la tête également, si l'on veut que les yeux se portent mieux. Que c'est pareillement pure folie que de s'imaginer que l'on peut soigner la tête pour elle-même, indépendamment de tout le corps. C'est en vertu de ce principe qu'ils soumettent tout le corps à un régime et qu'ils s'efforcent de guérir et soigner la partie avec le tout. Ne t'es-tu pas aperçu que c'est là leur discours et que les choses se passent bien ainsi? Si, bien sûr, répondit-il. Eh bien, es-tu d'avis que leur discours est juste et approuves-tu leurs principes? Sur toute la ligne, répondit-il. Je repris courage à l'entendre me donner son assentiment. L'audace me revint peu à peu, et je me ranimai. Je lui dis alors, « Il en va de même, Charmide, de cette incantation. Je l'ai apprise là-bas, à l'armée, d'un des médecins thraces qui se réclame de Zalmoxis, dont on dit qu'il rende immortel. Or ce Thrace disait que les médecins grecs avaient raison de tenir le langage que je viens de rappeler à l'instant. Mais, poursuivit-il, Zalmoxis, notre droit, qui est un dieu, affirme de même qu'il ne faut pas entreprendre de soigner les yeux indépendamment de la tête, ni la tête indépendamment du corps. De même, il ne faut pas non plus entreprendre de soigner le corps indépendamment de l'âme, et que la raison pour laquelle de nombreuses maladies échappent aux médecins grecs est qu'ils méconnaissent le tout dont il faudrait qu'ils prennent soin, car lorsque le tout va mal, il est impossible que la partie se porte bien. En effet, disait-il, l'âme est la source de tous les maux et de tous les biens qui échoient au corps et à l'homme tout entier. Et c'est de là qu'il découle, comme il découle de la tête jusqu'aux yeux. C'est donc l'âme qu'il faut soigner d'abord et avant tout, si l'on veut que les parties de la tête et du reste du corps se portent bien. Il disait, bienheureux ami, que l'on soigne l'âme grâce à des incantations, et que ces incantations consistent en de beaux discours. C'est ce genre de discours qui engendre la sagesse dans les âmes. Une fois qu'elle y est engendrée et présente, il est alors facile de procurer la santé à la tête et au reste du corps. Et en même temps qu'il m'enseignait le remède et les incantations, il me dit que personne ne te persuade de lui soigner la tête avec ce remède s'il ne t'a pas d'abord laissé soigner son âme par l'incantation. Car de nos jours, poursuit-il, l'erreur répandue chez les hommes est qu'ils s'efforcent d'être les médecins de l'une des deux, indépendamment de l'autre. Et il m'enjoignit avec insistance de ne me laisser convaincre par personne, fût-il riche, noble ou beau, de faire autrement. Comme je lui en avais fait le serment, je suis tenu de lui obéir, et je lui obéirai. Quant à toi, si tu consens, conformément aux instructions de l'étranger, à soumettre d'abord ton âme aux incantations du Thrace, je t'appliquerai le remède pour la tête. Sinon, il n'y a rien que nous puissions faire pour toi, mon cher Charmide. Critias, qui m'avait entendu tenir ces propos, observa. Cette lourdeur à la tête, Socrate, aura été pour le jeune homme une véritable aubaine, s'il est par là contraint de devenir meilleur, sous le rapport de la pensée également. Cependant, je te signale que ce n'est pas seulement par ses formes que Charmide passe pour se distinguer des autres de son âge, mais aussi en cela même que procure, à tes dires, l'incantation. Tu veux parler de la sagesse, n'est-ce pas? Tout à fait, répondis-je. Sache bien, dit-il, qu'il passe pour être, et de beaucoup, le plus sage des jeunes d'aujourd'hui. Et qu'en cela, comme pour le reste, compte tenu de son âge, il ne le cède à personne. Et de fait, Charmide, repris-je, ce n'est que justice que tu te distingues des autres sur tous ces points, car je ne crois pas que personne d'autre ici pourrait aussi facilement montrer comment la réunion de deux familles en une seule a pu donner naissance à Athènes à une descendance plus belle et meilleure que celle dont tu es issu. Votre famille paternelle, celle de Critias, fils de Dropidès, est en effet connue grâce à une tradition d'éloges qui nous viennent d'Anacréon, de Solon et de nombreux autres poètes, comme une maison qui se distingue par sa beauté, sa vertu et les autres manifestations de ce qu'on appelle le bonheur.
Il en va de même pour ta famille maternelle. En effet, toutes les fois qu'il s'est rendu ou bien auprès du grand roi, ou bien auprès d'un personnage influent sur le continent, ton oncle, Pyrilampe, avait la réputation d'être l'homme le plus beau et le plus grand du continent. Et sa famille, au grand complet, ne le cède en rien à la première. Avec de tels ancêtres, il est naturel que tu sois le premier en tout. Pour ce qui est de l'apparence, cher enfant de Glaucon, mon sentiment est que tu n'es en rien inférieur à aucun de ceux qui t'ont précédé. Et si en outre, en ce qui regarde la sagesse et le reste, tu es aussi bien doué que le prétend Critias, ta mère, dis-je, mon cher Charmide, a donné le jour à un bienheureux. Voilà donc ce qu'il en est. Si la sagesse est déjà présente en toi, comme le prétend Critias, et que tu es suffisamment sage, tu n'as aucun besoin des incantations de Zalmoxis, ni de celles d'Arabis l'hyperboréen, et il faut te donner sans plus attendre le remède pour la tête. Mais si tu as encore l'impression que tu as besoin de ces incantations, il faut t'y soumettre avant que l'on te donne le remède. Mais dis-moi de toi-même, es-tu d'accord avec Critias pour affirmer que tu as déjà une part suffisante de sagesse, ou bien crois-tu en manquer? Charmide commença par rougir. Il n'en paraissait que plus beau, car la pudeur convenait bien à son âge. Puis il me fit une réponse qui ne manquait pas de noblesse. Il dit qu'il ne lui était pas facile, dans le cas présent, de répondre oui ou non à la question posée. En effet, dit-il, si je nie être sage, d'une part, il serait déplacé que je prononce un tel jugement contre moi-même, d'autre part, je ferais passer Critias pour un menteur, ainsi que beaucoup d'autres aux yeux desquels, à ces dires, je passe pour sage. Mais si d'un autre côté j'affirme être sage et me loue moi-même, cela risque de paraître insupportable, si bien que je ne sais pas quoi te répondre. Je lui dis alors, tu me parais dire des choses raisonnables, Charmide. À mon avis, poursuivis-je, il faudrait que nous examinions en commun si tu possèdes ou non l'objet de ma demande, afin que toi, tu ne sois pas contraint de dire des choses que tu ne souhaites pas dire, et que moi, de mon côté, je ne fasse pas appel à la médecine inconsidérément. Si cela te plaît, je suis prêt à faire cet examen avec toi. Sinon, à laisser faire. Mais il n'y a rien au monde qui me plaise davantage, répondit-il. Aussi, pour les besoins de cet examen, conduis-le de la façon que tu crois la meilleure. Eh bien, voici, répondis-je. Quelle est, à mon avis, la meilleure façon de procéder pour conduire cet examen? Il est évident que si la sagesse est présente en toi, tu es en mesure de t'en former une opinion. Car sa présence en toi, si elle est vraiment présente, doit nécessairement susciter une certaine perception qui est la source de l'opinion que tu te formes à son sujet, de ce qu'elle est et de ses qualités. N'est-ce pas ce que tu crois? C'est bien ce que je crois, répondit-il. Eh bien, pourrais-tu me dire, puisque tu sais parler grec, comment ton opinion se présente à toi? Peut-être, répondit-il. Afin donc que nous puissions déterminer si elle est présente en toi ou non, dis-moi, poursuivis-je, en quoi consiste la sagesse selon ton opinion? D'abord, il hésita, et il n'était pas du tout disposé à répondre. Puis il dit qu'à son avis, la sagesse était le fait d'accomplir toute chose avec mesure et calme, aussi bien marcher dans la rue, discuter, et pareillement pour tout ce que l'on fait. À mon avis, et pour le dire en un mot, ce que tu demandes est une espèce de calme. As-tu raison de le dire, lui demandai-je. Certes, Charmide, c'est bien ce que l'on dit, que les gens calmes sont sages. Voyons donc ce que vaut cette affirmation. Dis-moi, la sagesse ne fait-elle pas partie des belles choses? Bien sûr, répondit-il. Et est-il plus beau, à l'école, d'écrire les mêmes lettres vite ou bien calmement? De les écrire vite. Et qu'en est-il de la lecture? Est-il plus beau de lire vite ou lentement? Vite. Et jouer de la cithare vite, de même que lutter avec vivacité,
N'est-ce pas beaucoup plus beau que de le faire avec calme et lenteur? Si. Et à la lutte et au pancrace, n'en va-t-il pas de même? Tout à fait. À la course, au saut et dans l'ensemble des activités corporelles, n'est-ce pas l'exécution vive et rapide qui relève de la beauté, tandis que l'exécution pénible et calme est le propre de la laideur? C'est clair. Il nous apparaît donc, poursuivis-je, qu'en ce qui regarde le corps, du moins, ce n'est pas le mouvement le plus calme qui est le plus beau, mais bien le mouvement le plus rapide et le plus vif, n'est-ce pas? Tout à fait. Or, la sagesse, avons-nous dit, est une belle chose. Oui. En ce qui a trait au corps à tout le moins, ce n'est donc pas le calme qui serait le plus sage, mais bien la vitesse, attendu que la sagesse est belle. Il semblerait, répondit-il. Mais alors, repris-je, qu'est-ce qui est le plus beau? La facilité ou la difficulté à apprendre? La facilité à apprendre. Or, la facilité à apprendre, dis-je, c'est apprendre vite, tandis que la difficulté à apprendre, c'est apprendre calmement et lentement. Oui. Et lorsqu'on l'enseigne à quelqu'un, n'est-il pas plus beau de le faire vite et énergiquement, plutôt qu'avec calme et lenteur? Oui. Et s'il s'agit de se rappeler, de se souvenir, est-il plus beau de le faire avec calme et lenteur, ou bien vivement et rapidement? Vivement et rapidement, répondit-il. Et la vivacité d'esprit n'est-elle pas une certaine acuité de l'âme, et non pas une sorte de calme? C'est vrai. Eh bien, pour comprendre ce que l'on dit, que ce soit à l'école, chez le maître de sitar ou partout ailleurs, le plus beau n'est pas de comprendre le plus calmement, mais le plus rapidement. Oui. Dans le domaine de la délibération et des recherches menées par l'âme, ce n'est pas, j'imagine, le plus calme, c'est-à-dire celui qui a de la peine à délibérer et à trouver, qui passe pour être digne d'éloge, mais celui qui fait cela le plus rapidement et le plus facilement. C'est juste, répondit-il. Eh bien, poursuivis-je, pour toutes ces activités, Charmide, aussi bien que celles qui se rapportent à l'âme que pour celles qui se rapportent au corps, il nous apparaît que celles qui se font avec rapidité et vivacité sont plus belles que celles qui se font avec lenteur et calme. Ça en a tout l'air, répondit-il. La sagesse ne serait donc pas une sorte de calme, ni la vie sage une vie calme, en vertu de ce raisonnement du moins, puisque, étant sage, elle doit être belle. De deux choses l'une. Il ne nous est jamais apparu, ou bien très rarement, que les actions calmes étaient dans la vie plus belles que les actions rapides et vigoureuses. Et dans l'hypothèse, mon cher, où les actions calmes ne seraient pas souvent moins belles que les actions énergiques et rapides, la sagesse ne consisterait pas pour autant à faire quelque chose avec calme plutôt qu'avec vigueur et vitesse, que ce soit la marche, l'élocution ou quelque activité que ce soit. Et la vie calme ne serait pas non plus sage que la vue dépourvue de calme, attendu que nous avons supposé au cours de l'entretien que la sagesse fait partie des belles choses et que les actions rapides ne nous sont pas apparues moins belles que les calmes. À mon avis, Socrate, tu as bien parlé, dit-il. Il faut donc, Charmide, repris-je, que tu te concentres à nouveau et plus intensément lorsqu'après avoir regardé en toi-même, tu auras compris quel genre de personne la présence de la sagesse fait de toi, et ce qu'elle doit être pour produire un tel effet, rassemble tous ces éléments, et dis-moi clairement et bravement ce qu'elle te semble être. Après avoir gardé le silence, et s'être examiné à fond comme un homme, il dit: il me semble que la sagesse nous fait éprouver la honte, qu'elle rend l'homme sujet à la honte, et que la pudeur est précisément ce en quoi elle consiste. Soit, répondis-je. N'as-tu pas convenu tout à l'heure que la sagesse est une belle chose? Tout à fait, répondit-il. Dans ce cas, les hommes sages sont-ils également bons? Oui. Et pourrait-elle être bonne la chose qui ne rendrait pas les hommes bons? Bien sûr que non. La sagesse est donc non seulement belle, mais bonne aussi. C'est bien mon avis. Mais quoi, repris-je? N'es-tu pas convaincu que Homère a raison de dire que la pudeur n'est pas une bonne compagne
pour l'homme dans le besoin? Si, répondit-il. C'est donc, semble-t-il, que la honte est à la fois mauvaise et bonne. Apparemment. Mais la sagesse, elle, est bonne, s'il est vrai qu'elle rend bon ceux en qui elle est présente, et mauvais ceux en qui elle ne se trouve pas. À mon avis, il en est exactement comme tu dis. La sagesse ne serait donc pas la pudeur, puisqu'il se trouve que la première est bonne, et que la honte n'est pas davantage bonne que mauvaise. Eh bien, j'ai l'impression, Socrate, répondit-il, que tu as raison sur ce point. Mais examine un peu cette autre définition de la sagesse, pour voir ce que tu en penses. Je viens en effet de me rappeler que j'ai entendu dire à quelqu'un que la sagesse consisterait à faire ses propres affaires. Vois donc si, à ton avis, l'auteur de cette affirmation a raison. Et moi de m'exclamer « Fripouille, c'est de Critias que tu tiens cela, ou d'un autre de nos sages ?» Probablement d'un autre, intervient Critias, car ce n'est certainement pas de moi. Mais quelle différence cela fait-il, Socrate demanda Charmide, de qui je la tiens? Aucune, répondis-je, car de toute façon, ce que nous devons examiner, ce n'est pas qui l'a dit, mais si c'est vrai ou non. Là tu parles, dit-il. Oui, par Zeus, répondis-je. Mais je serais bien étonné si nous découvrions de quoi il en retourne, car cette affirmation a tout l'air d'une énigme. Et pourquoi donc, répondit-il? Parce que, répondis-je, celui qui soutient que la sagesse consiste à faire ses propres affaires attribue une autre signification aux mots qui sont prononcés. Ou bien crois-tu que le maître d'école ne fait rien lorsqu'il écrit ou lit? Je crois évidemment qu'il fait quelque chose, répondit-il. As-tu l'impression que le maître d'école n'écrit et ne lit que son propre nom, ou que c'est à vous, les enfants, qu'il enseigne? Et n'écrivez-vous pas moins les noms de vos ennemis que les vôtres et ceux de vos amis? Pas moins. Vous êtes-vous comportés en faisant cela comme des touche-à-tout dénués de sagesse? En aucun cas. Et pourtant, ce ne sont pas vos propres affaires que vous faisiez, s'il est vrai que le fait d'écrire ainsi que de lire consiste à faire quelque chose. Ce sont bien des activités. Ainsi que le fait de guérir, mon ami, et de construire et de tisser, et réaliser n'importe lequel des produits de l'art à l'aide d'une technique, quelle qu'elle soit. C'est bien, j'imagine, faire quelque chose. Tout à fait. Mais alors, repris-je, une cité serait-elle bien administrée, à ton avis, si la loi ordonnait à chacun de tisser et de laver son propre vêtement, de tailler le cuir de ses sandales, de fabriquer son lécite, son racloir, et conformément au même principe, tous les autres objets, bref, de ne pas toucher aux choses d'autrui, mais que chacun réalise et fasse ses propres affaires? À mon avis, non, répondit-il. Mais pourtant, poursuivis-je, une cité administrée avec sagesse serait bien administrée. C'est indéniable, répondit-il. La sagesse ne consisterait donc pas, dis-je, à faire de cette façon des affaires personnelles de cette sorte. Apparemment non. Comme je le soulignais tout à l'heure, il s'exprime donc par énigme, à ce qu'il semble, celui qui affirme que la sagesse consiste à faire ses propres affaires. Sinon, il est vraiment simpliste. À moins que ce ne soit quelqu'un de stupide que tu as entendu dire cela, Charmide. Pas le moins du monde, dit-il, puisqu'il passe même pour être très savant. Dans ce cas, c'est très certainement une énigme qu'il te proposait, me semble-t-il, attendu qu'il est difficile de savoir en quoi consiste, entre guillemets, faire ses propres affaires. Peut-être, dit-il. Faire ses propres affaires, entre guillemets, qu'est-ce que cela pourrait bien donc être? Peux-tu me le dire? Je n'en sais rien, moi, par Zeus, répondit-il. Mais il n'est pas impossible que celui qui affirme cela ne sache pas non plus ce qu'il voulait dire. Et tout en disant cela, il riait sous cape et regardait en direction de Critias. Il était évident que Critias s'agitait depuis un moment, et qu'il était désireux de se mettre en valeur devant Charmide, et ceux qui étaient présents, et que s'étant retenu à grande peine jusque-là, il n'en était désormais plus capable. J'eus dès lors le sentiment que j'étais tout à fait fondé de croire, comme je le soupçonnais, que Charmide,
tenait de Critias cette réponse concernant la sagesse. Comme Charmide ne souhaitait pas répondre lui-même de cette position, mais que Critias défende sa réponse, il le provoquait en lui montrant qu'il avait été réfuté sur toute la ligne. Critias ne se contenait plus, et sa colère contre Charmide me fit penser à celle d'un poète contre un acteur qui joue mal sa pièce. Si bien qu'il lui dit, en le foudroyant du regard, « Ainsi tu crois, Charmide, que si toi tu ne sais pas ce que voulait dire celui qui a soutenu que la sagesse consiste à faire ses propres affaires, lui non plus ne le sait pas ?» « Mais mon cher Critias, lui dis-je, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il l'ignore, vu son âge. Mais peut-on croire, il est naturel que tu le saches, en raison de ton âge et de ton application. Si donc tu admets que la sagesse est précisément ce qu'il dit, et que tu endosses sa formulation, il me serait beaucoup plus agréable d'examiner avec toi si elle est vraie ou non. »« Mais je suis tout à fait d'accord avec cette formulation, répondit-il, et je l'endosse. »« Et certes, tu as raison de le faire, répondis-je. Mais dis-moi, es-tu d'accord également avec ce que je demandais à l'instant, à savoir que tous les artisans fabriquent quelque chose ? Oui. À ton avis, est-ce qu'ils fabriquent seulement leurs propres affaires, ou bien celles des autres également ? Celles des autres également. Ils peuvent donc être sages, bien qu'ils ne fabriquent pas seulement leurs propres affaires. Qu'est-ce qui l'empêche ? Demanda-t-il. Rien en ce qui me concerne, répondis-je. Mais vois, s'il n'en est pas empêché celui qui, après avoir fait l'hypothèse que la sagesse consiste à faire ses propres affaires, soutient ensuite que rien n'empêche que ceux qui font les affaires des autres soient également sages. Si j'ai reconnu que ceux qui fabriquent les affaires des autres sont sages, ai-je pour autant reconnu, demanda-t-il, que ceux qui s'occupent des affaires d'autrui le sont ? Dis-moi, repris-je, ce n'est pas la même chose que tu appelles fabriquer et faire ? Point d'interrogation. Pas du tout, répondit-il. Travailler et fabriquer ne sont pas non plus la même chose. Je l'ai appris d'Hésiode, qui dit qu'aucun travail ne mérite le blâme. Crois-tu donc que s'il appelait travailler et faire des matériaux semblables à ceux dont tu parlais à l'instant, il affirmerait que le blâme ne s'attache à personne, qui taille le cuir, qui vend des salaisons ou qui se prostitue ? Non, Socrate, il ne faut pas le croire. Je crois plutôt qu'Hésiode considérerait que la fabrication est une chose autre que l'action et le travail, et qu'un objet fabriqué mérite parfois le blâme, lorsqu'il ne s'accompagne pas de beauté, tandis que le travail ne mérite jamais le blâme. En effet, il appelait travail ce qui était fabriqué avec un souci de beauté et d'utilité, et les fabrications de ce genre sont pour lui des travaux et des actions. Et il faut ajouter qu'il considérait que seules les fabrications de ce genre nous étaient propres, alors que toutes celles qui sont nuisibles nous sont étrangères. En conclusion, il faut croire qu'Hésiode aussi, comme tout homme réfléchi, appelait sage celui qui fait ses propres affaires. Critias, répondis-je, tu n'avais pas sitôt commencé que j'avais à peu près compris ton argument, à savoir que tu appellerais bon ce qui nous est propre et qui nous concerne, et action les productions de choses bonnes. C'est ce que j'ai entendu des milliers de fois Prodicos faire de distinction entre les mots. En ce qui me concerne, je te permets d'attribuer aux mots la signification que tu voudras pour chacun. Montre-moi seulement à quoi tu appliques le mot que tu emploies. Reprenons donc depuis le début et donne-moi une définition plus claire. Est-ce faire le bien ou le fabriquer, ou, de quelque façon que tu veux l'exprimer, est-ce en cela que constitue d'après toi la sagesse ? Oui, répondit-il. Celui qui fait le mal n'est donc pas sage, mais c'est plutôt celui qui fait le bien. Mais toi, très cher, demanda-t-il, n'es-tu pas de cet avis ? Laisse, répondis-je, car ce n'est pas mon opinion que nous examinons, mais ce que toi tu soutiens présentement. Eh bien, j'affirme, répondit-il, que celui qui ne fait pas le bien, mais le mal, n'est pas sage, et que celui qui fait le bien et non le mal est sage. Que la sagesse consiste à faire le bien, voilà la définition claire que je te soumets. On notera que Critias a quand même vachement évolué de position, parce qu'il est passé de « il faut faire ses propres affaires » à « il faut faire le bien ». Un peu subrepticement d'ailleurs.
que la sagesse consiste à faire le bien, voilà la définition claire que je te soumets. Socrate reprend, et il n'est pas impossible que tu dises vrai. Ce qui toutefois m'étonne, c'est que tu crois que les hommes sages ignorent qu'ils sont sages. Mais je ne le crois pas, répondit-il. Ne disais-tu pas à l'instant, demandai-je, que rien n'empêche que les artisans soient sages, même s'ils fabriquent les affaires d'autrui? Je l'ai dit en effet, répondit-il. Mais qu'est-ce que cela entraîne? Rien. Mais dis-moi, si, à ton avis, un médecin qui guérit quelqu'un fait quelque chose d'utile pour lui-même et pour celui qu'il soigne, c'est bien mon avis. Eh bien, fait-il ce qu'il faut, celui qui fait cela? Oui. Celui qui fait ce qu'il faut, n'est-il pas sage? Si, il est sage. Le médecin sait-il donc nécessairement quand il est avantageux de guérir et quand ce ne l'est pas? Et ce même, chacun des artisans sait-il dans quel cas il tirera profit de l'ouvrage qu'il fait et dans quel cas non? Peut-être que non. Il arrive donc parfois, repris-je, qu'ayant pratiqué de façon utile ou nuisible, le médecin ne sache pas lui-même quelle est la valeur de sa pratique. Pourtant, suivant ta position, s'il a pratiqué de façon utile, il a pratiqué avec sagesse. N'est-ce pas ce que tu disais? Si. Dans ce cas, à ce qu'il semble, il arrive parfois qu'il pratique avec sagesse et qu'il soit sage lorsqu'il a pratiqué utilement, mais qu'il ignore lui-même qu'il est sage. Mais cela ne saurait se produire, Socrate, répondit-il. Et si tu crois que c'est une conséquence nécessaire qui découle des propositions que j'ai admises précédemment, je retirerai volontiers l'une d'elles. Je rougirais moins d'avouer que je ne me suis pas exprimé correctement, que d'admettre qu'un homme qui ne se connaît pas lui-même puisse être sage. J'affirme en effet que c'est en gros cela la sagesse, se connaître soi-même. Notez qu'il a encore transformé sa définition, Critias, puisqu'on est passé dans un premier temps de faire ses propres affaires à faire le bien, et maintenant on est passé de faire le bien à se connaître soi-même. Alors que pourtant il n'a pas vraiment admis qu'il avait changé de définition. J'affirme en effet que c'est en gros cela la sagesse, se connaître soi-même. Et je suis sur ce point d'accord avec celui qui a fait graver cette inscription à Delphes. À mon avis, cette inscription a été consacrée en tant qu'elle est le salut que le Dieu adresse, au lieu de réjouis-toi, à ceux qui pénètrent dans son temple, dans la mesure où cette formule de salutation réjouis-toi n'est pas convenable, et que ce n'est pas non plus à nous réjouir que nous devons nous inviter les uns les autres, mais à être sages. C'est ainsi que le Dieu s'adresse à ceux qui pénètrent dans son temple, se distinguant en cela des hommes, comme l'avait déjà compris, à mon avis, celui qui a gravé l'inscription. À tout homme qui pénètre dans son temple, le Dieu ne dit pas autre chose que « sois sage ». Mais c'est d'une façon très énigmatique, à la façon d'un devin qu'il s'exprime. Connais-toi toi-même et sois sage, c'est du pareil au même, comme les inscriptions et moi le prétendons. Mais on pourrait peut-être croire qu'il s'agit d'autre chose, comme ce fut le cas, à mon avis, de ceux qui ont fait graver les inscriptions ultérieures, comme rien de trop et caution appelle malédiction. Ils s'imaginaient en effet que connais-toi toi-même était un conseil et non pas le salut du Dieu à ceux qui entrent. Puis, dans le but de laisser eux-mêmes en offrande des conseils qui ne seraient pas moins utiles, ils ont fait graver ces inscriptions. La raison pour laquelle je te raconte tout cela, Socrate, la voici. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je le retire. Peut-être est-ce toi qui as parlé avec plus de justesse sur ces questions, peut-être moi, mais il n'y a rien de très clair dans ce que nous avons dit. Pour le moment, si tu ne conviens pas que la sagesse consiste à se connaître soi-même, je suis prêt à te rendre raison de cette position. Eh bien, Critias, répondis-je, tu t'adresses à moi comme si je prétendais connaître les sujets sur lesquels je t'interroge, et comme si je pouvais à ma guise te donner mon accord. Or, il n'en va pas ainsi. J'examine sans relâche, en ta compagnie, le sujet auquel nous sommes confrontés, car je n'en détiens pas la connaissance. Ce n'est qu'une fois l'examen complété que je serai prêt à dire si je suis d'accord avec toi ou non. Patiente jusqu'à ce que j'ai procédé à l'examen. Dans ce cas, examine, répondit-il. C'est bien ce que je fais, répondis-je. Si la sagesse consiste à connaître quelque chose, il est évident qu'elle est une sorte de science et qu'elle a un objet.
n'est-ce pas? C'est la science de soi, répondit-il. Alors la médecine, demandai-je, alors la médecine, demandai-je, est la science de la santé. Tout à fait. Si donc, dis-je, tu me demandais à quoi nous sert la médecine, qui est la science de la santé, et qu'est-ce qu'elle produit, je te répondrai que son utilité n'est pas négligeable, puisqu'elle produit la santé, qui est pour nous un beau résultat, si tu approuves cette réponse. Je l'approuve. Et si tu me demandais à propos de l'architecture, qui est la science de la construction des habitations, quel est selon moi le résultat qu'elle produit, je te répondrai que ce sont les habitations. Et pareillement pour les autres techniques. Il faut donc que toi aussi, au sujet de la sagesse, étant donné que tu affirmes qu'elle est la science de soi-même, tu sois en mesure de répondre, si jamais on t'interroge, « Eh Critias, la sagesse, qui est la science de soi-même, quel beau résultat, et digne de son nom, produit-elle dans notre intérêt? Vas-y, réponds. » Mais tu ne cherches pas comme il faut, Socrate, répondit-il. En effet, la sagesse est par nature différente des autres sciences, qui d'ailleurs ne se ressemblent pas non plus entre elles. Or toi, tu conduis ton enquête comme si elles étaient semblables. Eh bien, dis-moi, demanda-t-il, ce que le calcul ou la géométrie produit de comparable à la maison, qui est l'œuvre de l'architecte, ou au manteau, qui est l'œuvre du tissage, ou aux autres œuvres de ce genre, que l'on pourrait citer en grand nombre, et qui sont produites par les nombreuses techniques. Peux-tu donc me montrer quelle œuvre de ce genre produit ces deux sciences? Tu en seras bien incapable. Tu dis vrai, lui ai-je répondu. Donc là, Socrate concède que toute science ne produit pas un résultat matériel concret comme le ferait une technique. Je peux toutefois te montrer que chacune de ces sciences porte sur un objet qui est distinct de la science elle-même. Par exemple, le calcul a pour objet, si je ne m'abuse, le pair et l'impair, et les relations que les nombres entretiennent avec eux-mêmes et entre eux, n'est-ce pas? Tout à fait, répondit-il. Alors le pair et l'impair sont distincts du calcul lui-même, sans contredit. Et à son tour, l'art de peser est science du plus lourd et du plus léger. Mais le lourd et le léger sont distincts de l'art de peser lui-même. Es-tu d'accord? Je le suis. Alors dis-moi, de quel objet, distinct de la sagesse elle-même, la sagesse est-elle la science? Nous y voilà, Socrate, répondit-il. Tu en arrives, à force de chercher, à ceux-là même qui distinguent la sagesse de toutes les sciences. Alors que toi, tu cherches une ressemblance entre la sagesse et les autres sciences. Mais il n'en va pas ainsi, car toutes les autres sciences portent sur autre chose, mais non sur elles-mêmes, tandis que seule la sagesse est science à la fois des autres sciences et d'elle-même. Il a encore transformé sa définition, vous voyez, Critias, là maintenant, tout à l'heure la science c'était... tout à l'heure la sagesse c'était la science de se connaître soi-même, maintenant c'est la science de toutes les sciences. Donc ça fait quand même beaucoup. Je regarde ce qu'il nous reste de texte. Allez, on va dire qu'on est arrivé à la moitié, on va s'en arrêter sur ça, donc... on va s'arrêter sur ce moment du dialogue, donc on est à la moitié du Critias. Pardon, on est à la moitié du Charmide. Et après plusieurs séries de sauts et de péripéties, on en est arrivé au point où Critias a transformé une nouvelle fois sa définition de la sagesse en disant que c'est la science à la fois des autres sciences et d'elle-même, une sorte de science architectonique. Bon, on verra ce qu'il en est la prochaine fois.